Et donc, près de 25% de gains de hausse à Wall Street depuis le début de l'année, que ce soit sur le S&P 500 ou sur le Nasdaq 100, l'indice riche en valeurs technologiques. Le Dow Jones gagne un petit peu moins, on est juste en dessous des 20%. Est-ce que les marchés boursiers américains ont mangé ou pas leur pain blanc? Peut-être pas. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la banque Mirabeau en duplex avec nous. Depuis Genève, les meilleures performances boursières dans le monde cette année étaient, j'ai envie de dire encore, outre-Atlantique. Oui, c'est quasiment à chaque fois. 8 des 10 dernières années, c'est aux États-Unis qu'il fallait aller chercher des gains sur les indices. Et donc, on voit que l'Europe est à la traîne. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais on sait que on a différentes questions, notamment des questions politiques en France qui touchent beaucoup, notamment le CAC 40. Mais aux États-Unis, effectivement, on va avoir normalement, bon, il reste un mois, mais on pourrait terminer l'année sur le S&P 500 avec plus 30%, qui serait une très très belle performance, évidemment. Bon, est-ce qu'elle est saine cette hausse de 25? Pourquoi pas 5% de plus? D'ailleurs, pourquoi il y aurait 5% de plus d'ici la fin de l'année? Bah, vous savez, il y a si vous regardez le fameux Trump trade, c'est-à-dire l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, on a vu que depuis son officialisation, eh bien, à la tête du gouvernement américain, eh bien, les marchés américains n'ont pas vraiment progressé. Ils avaient progressé avant en anticipation, mais pas après. Donc, on imagine ici, en fonction des déclarations et des promesses qui vont être faites avant qu'il arrive à la Maison-Blanche le 20 janvier, qu'on pourrait encore progresser. Mais sur votre question, est-ce que c'est sain? Oui, parce que c'est un vrai sujet. On se dit, est-ce que c'est alors sain, entre guillemets, cette hausse de 25%? Parce que est-ce que tout ça est basé sur du tangible, avec des consommateurs américains qui sont toujours présents, avec des hausses de bénéfices, une politique monétaire plus accommodante? Est-ce qu'on l'explique? Oui, alors tout à fait. Et je pense que vous avez résumé les principales, c'est-à-dire la consommation, c'est que 73% du PIB américain, c'est la consommation américaine. On voit que les Américains continuent de consommer, notamment grâce à l'utilisation du crédit, que ce soit les cartes de crédit. Ils ont quasiment plus d'épargne et d'un autre côté, eh bien, ils hypothèquent de plus en plus leur maison pour avoir accès à la consommation. Et alors, vous me direz, c'est pas sain, mais c'est une autre question. Mais plus vous avez le prix des maisons qui monte, plus leur richesse augmente et donc ils peuvent consommer toujours plus. Et évidemment, ça tient sur un fait qui est très important, c'est l'emploi, le plein emploi. Pour l'instant, on a le plein emploi aux États-Unis. D'un autre côté, si vous regardez les résultats des entreprises qui viennent de tomber aux États-Unis, on voit que globalement, c'est meilleur que prévu. Donc, on voit qu'on est toujours dans une accélération. On attend aussi pour l'année prochaine une accélération des bénéfices des entreprises. Et puis, tout à la fin, eh bien, on voit que la Réserve fédérale américaine a commencé à son cycle de normalisation des taux, de baisse des taux, même si elle ne sera pas aussi agressive qu'il était prévu au départ. Et puis, eh bien, on sait que les baisses, notamment les baisses d'impôts de Donald Trump, peuvent aussi alimenter certaines classes d'actifs aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, sur les anticipations et sur les faits que je viens de vous dire, qu'on ait 25 ou 30% de hausse s'explique sur les marchés américains. Et il faut aussi rappeler une chose qui est très importante, David, c'est qu'on a eu un dollar qui a progressé. Vous savez, souvent, vous avez des indices qui montent et vous avez des devises qui s'effondrent et vous expliquez la hausse de l'indice par la baisse de la devise. Et là, c'est pas le cas. Après, on se dit déjà 2023 a été une très belle année à Wall Street, qui suivait d'ailleurs une année 2022 qui était moins bonne. Mais bref, 2 années consécutives de hausse autour de 25%. On se dit que voilà, est-ce que c'est vraiment reproductible une 3e année en 2025? Est-ce qu'on peut progresser après une telle hausse? Oui, alors la réponse est oui. Puisque on a vu que ces dernières années, on a eu des séries jusqu'au début des années 90, des séries jusqu'à 5 hausses consécutives. Alors pas des hausses de 25% bien évidemment, mais il y a une chose qu'il faut rappeler et en fait dont personne ne parle et qui est assez simple et assez binaire, je dirais, c'est que vous savez, à chaque fois qu'on a des baisses de marché, eh bien, c'est pas parce qu'on a eu des hausses de marché précédemment. Si on a des baisses de marché, c'est parce qu'il y a des raisons spécifiques.
vous disiez, par exemple, 2022, on était en plein dans la fin du Covid, les interrogations concernant l'avenir du monde et puis surtout une très très forte hausse des taux d'intérêt. C'était clairement une erreur de politique monétaire. Les banques centrales étaient en retard sur le cycle de hausse de taux. Donc, si vous prenez les autres années, alors je vais pas toutes les refaire, mais si on regarde les années en 2000, quand on a perdu 10% sur le S&P 500, c'était l'éclatement de la bulle Internet. Si vous prenez 2002, la baisse, vous aviez la faillite de Enron et de WorldCom. En 2008, bien évidemment, c'était Lehman Brothers avec des questions concernant la crise financière, une crise financière mondiale et l'effondrement potentiel, on en parlait, l'effondrement potentiel de certaines banques autres que Lehman. Donc les marchés avaient perdu 40%. Donc tout ça pour dire que lorsque les marchés baissent, c'est pour une raison et c'est pas parce que vous avez 2 années de suite où les marchés progressent. À supposer qu'ils progressent, John, en 2025, la performance de Wall Street serait plus modérée, évidemment. Oui, tout à fait. Alors, si on regarde et si on fait référence à l'histoire, lorsque vous avez des progressions de 30%, l'année d'après, vous avez en moyenne une progression de 9,95%. Alors bon, c'est 10% en moyenne. La hausse, lorsqu'on a une hausse de 30% et plus. Donc, évidemment, d'avoir une année où on a une performance si forte que cette année va être très, très difficile à alimenter. Maintenant, comme je le disais avant, si les baisses d'impôts aux États-Unis se matérialisent et si on n'a pas des répliques de la mise en place de tarifs douaniers de Donald Trump, eh bien, on pourrait avoir une année qui est aussi bien avec aussi une chose qu'on oublie de dire, c'est que on a actuellement une rotation sectorielle qui se fait avec des titres comme Nvidia, par exemple. Vous savez, Nvidia, on en parlait beaucoup. Nvidia, on parle toujours, en disant que sans la progression d'Nvidia, le marché ne peut pas progresser. Ces dernières semaines, voire ces derniers jours, nous ont appris que c'était pas vrai, puisque Nvidia a, après ses résultats et les jours qui ont suivi ces résultats, a baissé de manière assez substantielle et les marchés ont quand même touché des plus hauts historiques, que ce soit sur le Dow Jones et le S&P 500. C'est-à-dire qu'on a un relais de croissance sur des secteurs qui avaient mal fait avant. Donc cette rotation sectorielle est assez saine et permet au marché de progresser, même si vous avez les fameuses 7 magnifiques qui ne progressent pas aussi bien qu'elles l'ont fait par le passé. Donc, l'enseignement, c'est qu'après 2 beaux millésimes, 2023 et 2024, à Wall Street, il n'y a pas nécessairement, encore une fois, une correction à venir. Maintenant, si on se place dans un cas plus adverse, d'où pourrait venir un éventuel retournement sur le marché américain ? Alors, le retournement, c'est bien évidemment, et c'est la crainte qu'on a, c'est les décisions du président Trump concernant notamment des tarifs douaniers qui seraient beaucoup plus importants que prévu, mais on en a discuté ensemble, David. On sait que c'est une manière de négocier de Donald Trump. On l'a vu lors de son premier mandat. Donc ça, c'est la première des erreur de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui décide, parce qu'elle anticipe qu'on va avoir un retour de la croissance, qui potentiellement ne sera pas là, mais un retour de la croissance et qui, elle, stabilise ses taux au lieu de les baisser et pourquoi pas les remonte même. Vous savez, on a même des questions concernant la remontée des taux aux États-Unis. Et la dernière des choses, qui est, et on peut pas l'oublier parce que c'est chez nous, eh bien, c'est une crise européenne encore plus importante qu'on a actuellement. C'est-à-dire un gouvernement français qui tombe, une démission théorique et bien évidemment de Emmanuel Macron, et puis des incertitudes concernant l'avenir même de l'euro, puisque je vous rappelle quand même qu'en 2012, on était dans le whatever it takes, il faut tout faire pour sauver le soldat euro, et là on reviendrait dans une même rhétorique. Donc là, ce serait potentiellement aussi une des raisons pour laquelle les marchés pourraient baisser, et évidemment la question géopolitique qu'il ne faut surtout pas oublier. On n'en est pas là non plus, John. Pour l'instant, on savoure encore une fois. Ah non, moi je vois le verre à moitié plein, voire les 3/4 du verre à moitié plein. Et pour l'instant, écoutez, les voyants
Pour l'instant, les voyants sont ouverts. Alors, il ne faut pas marcher dans l'euphorie. Vous savez, en 2023, le marché, le S&P 500 a gagné 26%. Cette année, il pourrait potentiellement gagner 30%, alors que tout le monde disait que cette année serait une année catastrophique. Donc, je vous dis pas qu'on sera à 35% l'année prochaine. Je vous dis que si on devait avoir une performance autour des 20% ou des 15-20%, je ne pense pas que ça surprendrait grand monde. Allez, merci beaucoup. Explication point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau en duplex avec nous depuis Genève. Merci John. À bientôt, David. Salut.